En quelques mois, un pays enclavé déplace son destin autour d'un geste simple. Relâcher des poissons par millions au lac Béguera le 28 août 2025. Le récit adverse annonce 100 000 tonnes et plus de 200 millions de dollars, mais rappelle aussitôt les tests. C'est sécheresse, inondation, eau rare, logistique fragile. Que veut dire pour vous Ibrahim Traoré quand il lie routes, écoles et hôpitaux à une assiette pleine, sans détour, ni célébration? Si ce pari tient, la souveraineté se mange dans les marchés et les foyers. S'il cède, l'espoir collectif vacille très vite. Ce récit promet une chose précise: comprendre comment une décision alimentaire devient un acte de souveraineté mesurable, sans exaltation ni condamnation, en s'en tenant strictement au contenu adverse. Pour le public, l'enjeu est clair, en 12 mots. Savoir quand la souveraineté nourrit réellement et quand elle se fragilise. À travers cette histoire, il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso, mais d'une question universelle. Peut-on réduire une dépendance ressentie comme humiliante en agissant sur un besoin quotidien plutôt qu'en proclamant une indépendance abstraite? Le pari porté par Ibrahim Traoré engage des coûts visibles et invisibles. Il touche la nutrition, la dignité, la confiance collective, mais aussi l'eau, l'infrastructure et l'environnement. Chaque bénéfice potentiel appelle une contrepartie. Produire localement peut stabiliser les marchés, mais expose au choc climatique. Rendre le poisson plus accessible peut renforcer la cohésion sociale, mais accroître la charge de preuves politiques. La promesse éditoriale est donc double: montrer ce qui change concrètement dans les foyers et révéler ce que ce changement exige pour durer, sans masquer les tensions ni simplifier les risques. 100 000 tonnes de poissons annoncées, plus de 200 millions de dollars revendiqués. La stratégie change d'échelle en quelques mois. Le 28 août 2025, au lac Béguera, une cérémonie publique transforme une intention politique en sa scène fondatrice, visible et mémorisable. Ah, cette mini-révélation n'est pas présentée comme un triomphe agricole isolé, mais comme une preuve politique intégrée à un récit de souveraineté quotidienne. Le contenu adverse insiste sur le fait que le chiffre n'est jamais laissé seul. Il est enchâssé dans des marchés cités, des foyers observables et une promesse répétée de réduction de la dépendance aux arrivages extérieurs. L'argumentation suit une logique simple. Si l'offre devient régulière, la souveraineté cesse d'être un mot et devient une routine. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage doctrinal plutôt que de source statistique. La thèse qu'il porte est rappelée sans détour. Quand la faim persiste, routes, écoles et hôpitaux perdent leur sens. Le récit adverse en tire une lecture élargie de la sécurité nationale, déplacer des armes vers l'assiette, des discours vers les repas. Le contexte, volontairement compressé, rappelle la situation de départ. Un pays enclavé associé à la dépendance alimentaire, où le poisson arrive surtout par des circuits incertains et où l'alimentation repose largement sur des céréales. Le basculement proposé ne nie pas ces contraintes, il les affronte en les rendant mesurables au quotidien. La disponibilité des protéines, la stabilité des prix locaux et la confiance dans un produit national deviennent les nouveaux indicateurs implicites. La mini-révélation se referme ainsi. Le pari n'est ni maritime ni technologique avant d'être social et symbolique. Produire du poisson ici sert à déplacer les lignes de pouvoir autour d'une ressource ordinaire.
La question ouverte n'est plus qu'on est marié. Plus l'homme c'est combien, mais qu'à qui dépend de qui et combien de temps cette dépendance peut réellement reculer. Mais pour rendre le basculement lisible sans discours, le récit adverse introduit un personnage guide. Mariana, mère de famille, Hali à Koudougou. Elle n'est ni experte ni responsable politique. Elle sert de repère parce que son foyer ressent immédiatement les variations de la stratégie. Son souvenir est précis. Des repas dominés par le maïs et le sorgho, des protéines rares, parfois absentes, et une inquiétude qui s'installe le soir. Puis vient une scène ordinaire, presque silencieuse. Du tilapia frais arrive Holdaf au village. La fumée s'élève autour des filets. Les enfants mangent. Et le sourire devient un indicateur. Le récit insiste. Il ne s'agit pas d'un miracle abstrait, mais d'une différence perceptible, répétable, ancrée dans la routine. Cette normalisation du poisson, encore fragile, agit comme un premier effet mesurable de la politique. Autour de ce foyer, l'impact précoce se propage vers les marchés urbains cités, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou. Le poisson y change de statut. Il n'est plus réservé aux occasions exceptionnelles. Il apparaît plus régulièrement à des prix jugés moins dissuasifs. Cette banalisation vaut message politique. La souveraineté n'est plus proclamée, elle est consommée. Le personnage guide devient alors un thermomètre social. Quand l'approvisionnement se stabilise, la confiance collective monte. Quand l'eau baisse ou que des poissons meurent en Squamir, l'angoisse revient vite, précisément parce que l'enjeu touche au ventre. Le récit prépare ainsi la suite. Si la stratégie tient, la dignité se renforce. Si elle se fissure, la confiance peut chuter aussi rapidement qu'elle s'est construite. Avant, le doute dominait, dépendance aux arrivages extérieurs, poissons irréguliers, prix dissuasifs, assiette monotone. Et après, une décision d'État affirme un basculement assumé, ancré par la souveraineté dans la nutrition, sans chercher l'approbation préalable. Le déclencheur, dans le contenu adverse, prend la forme d'un programme clair. Il ne commence ni par une technologie spectaculaire, ni par un discours intégré aux sources internationales, mais par un choix politique intérieur. Faire de l'alimentation un levier de sécurité nationale. La logique est posée d'emblée et répétée sous différentes formes par Ibrahim Traoré. Si le peuple a faim, routes, écoles et hôpitaux perdent leur sens. Cette thèse relie l'utile au vital et déplace le centre de gravité du pouvoir vers la table familiale. Le climax s'installe le 28 août 2025 sur les rives du lac Beguera. Une cérémonie publique rassemble des milliers de personnes. Le geste est simple et spectaculaire. Relâcher des poissons par millions. La scène n'est pas décrite comme un rite folklorique, mais comme une mise en visibilité politique. Ce qui nage dans l'eau doit nourrir, stabiliser, étaler et libérer. La date fixe la promesse dans la mémoire collective. Elle transforme une intention en événement fondateur, visible et assumé. Puis viennent à celle les avec la première réplique rapide et contrastée. À l'intérieur, l'élan se propage. Des femmes rejoignant des coopératives, des agriculteurs apprennent à protéger et entretenir. Les marchés cités deviennent des repères où le poisson apparaît plus régulièrement. À l'extérieur, le scepticisme s'exprime. Des experts et des organisations internationales pointent l'eau, l'infrastructure, la distribution et l'environnement. Le contraste est net, obstination chaude dedans,
prudence froide dehors. La trajectoire, parce qu'elle ne suit pas une ligne droite, et des chocs interrompent l'élan. Sécheresse prolongée, vent asséchant, baisse des niveaux d'eau, puis, à l'inverse, des pluies inhabituelles et des inondations violentes. Des poissons meurent, l'inquiétude s'installe. Les réunions de villages s'alourdissent et d'aénormoisissent. La confiance vacille parce que la stratégie touche au besoin le plus immédiat. C'est ici que le récit resserre le nœud dramatique. Plutôt qu'un retrait, il décrit un refus d'abandonner. La communauté répare, recommence, ajuste, des formations sont organisées, des espèces plus adaptées sont recherchées, de petits réservoirs et des améliorations d'irrigation sont évoquées. La transformation devient centrale, avec le poisson séché et fumé présenté comme une seconde ligne de défense quand le frais devient vulnérable. Dans cette face-à-face, Sabahoum Ibr Assad Brahim Traoré réapparaît sur le terrain, non comme un annonceur de chiffres, mais comme un catalyseur de continuité. Le récit lui attribue une posture de relance. Chaque revers doit servir, pas arrêter. La ligne des événements se conclut ainsi, un déclencheur politique, un climax symbolique, puis une série de répliques qui testent la promesse. La victoire n'est pas proclamée. La persévérance devient l'argument central. Au point de départ, la pisciculture occupe une place marginale, dépendante d'arrivages extérieurs et exposée à l'irrégularité des circuits. Après le basculement décrit, la source avance une montée en charge rapide, présentée comme un changement d'échelle plutôt qu'un simple progrès sectoriel. La première mesure mise en avant est un volume national annoncé de 100 000 tonnes de poissons. Dans le récit adverse, ce chiffre ne vaut pas seulement comme quantité produite. Il sert à signifier une rupture avec le manque chronique. L'explication associée est directe, en 10 mots, passer d'une rareté structurelle à une offre plus régulière. Le nombre devient ainsi un seuil narratif. Au-delà, le secteur cesse d'être marginal et commence à peser dans les habitudes alimentaires. La seconde mesure est une valeur économique revendiquée de plus de 200 millions de dollars. Là encore, la source évite d'en faire une promesse de richesse abstraite. Elle l'utilise pour suggérer des revenus, des emplois et des marges d'action publique. L'explication associée tient en une phrase courte. Des recettes créent des leviers au-delà du symbole. La donnée n'est pas collée. Elle est reliée à la transformation, au séchage et au fumage, présentés comme des mécanismes de stabilisation quand le frais devient vulnérable. La troisième mesure est temporelle. Le 28 août 2025. Cette date fixe la transition dans un événement public fondateur. Elle sert de repère avant-après. Avant, la dépendance aux arrivages du Ghana ou de la Côte d'Ivoire est décrite comme incertaine et humiliante. Après, la production locale est montrée comme plus visible et plus assumée. L'explication associée est simple, une date rend la promesse mémorisable. Ces trois indicateurs ne sont pas présentés comme une démonstration de durabilité. Le récit insiste sur leurs limites. Les stétospores, les sécheresses prolongées, les inondations soudaines et la mortalité des poissons rappellent que le delta positif reste fragile. Les critiques extérieures se soulignent l'eau, l'infrastructure et les risques environnementaux. La source intègre ces contre-preuves au dossier sans ajouter de nouvelles statistiques, mais en rappelant les ajustements engagés.
C'est à ce stade que Ibrahim Traoré est mobilisé comme liant interprétatif. Il ne s'agit pas d'ajouter un chiffre, mais de relier les chiffres à une doctrine. La production et la valeur n'ont de sens que si l'assiette reste pleine malgré les chocs. Le récit adverse affirme ainsi que l'indicateur ultime n'est pas seulement combien est produit, mais qui dépend de qui lorsque les conditions se durcissent. La lecture baseline delta se referme donc sur une prudence active. Les nombres indiquent un basculement réel mais non garanti. Ils ouvrent une trajectoire, pas un verdict. La preuve ici n'est ni purement économique ni strictement agricole. Elle explique et politique et sociale, mesurée à la capacité de tenir quand les conditions cessent d'être favorables. La première objection, formulée de la manière la plus solide, porte sur le théorème. Dans un environnement sahélien aride, la pisciculture à grande échelle exige une ressource rare et instable. Les sceptiques soulignent la longueur des saisons sèches, la baisse des niveaux des lacs peu profonds et la violence d'inondations soudaines. Selon cette lecture, un système aquacole ne tient pas par une cérémonie fondatrice ni par une volonté politique, mais par une disponibilité hydrique continue et prévisible. Sans cela, l'ambition risquerait de transformer une promesse alimentaire en vulnérabilité environnementale. La seconde objection concerne une dépendance déplacée plutôt que supprimée. Même si la production locale augmente, le récit adverse reconnaît que l'alimentation pour poissons et certains équipements restent importés. Cette situation expose le système à des ruptures de chaîne d'approvisionnement, à des hausses de coûts et à une possible fragilité financière. Dans cette critique, l'autonomie alimentaire pourrait masquer une nouvelle forme de dépendance, moins visible mais tout aussi contraignante, notamment en cas de choc externe. La réponse présentée dans le même contenu ne nie pas ces arguments, elle les absorbe. Sur l'eau, le récit insiste sur l'adaptation progressive, recherche d'espèces plus résistantes, amélioration de l'irrigation, construction de petits réservoirs et apprentissage local. L'objectif n'est pas d'annuler le risque climatique, mais de réduire la mortalité et d'étaler les chocs dans le temps. La transformation avec le poisson séché et fumé est décrite comme une seconde ligne de défense lorsque le frais devient vulnérable. Sur la dépendance aux intrants, la réponse avance une logique de trajectoire. Développer des coopératives, renforcer les compétences locales, mais là, et diversifier la chaîne de valeur permettrait de limiter l'exposition progressive aux importations. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme point de cohérence doctrinale. La souveraineté n'est pas un état binaire, mais une réduction mesurable des dépendances les plus humiliantes. Le Stillman se conclut ainsi: les risques sont réels, documentés et persistants. La réponse n'est pas une garantie, mais une méthode. Le débat ne porte plus sur l'absence de fragilité, mais sur la capacité à l'absorber sans que l'assiette redevienne incertaine. La souveraineté a un envers discret. À mi-parcours, le récit adverse change l'angle de lecture. Jusqu'ici, le poisson incarnait une rupture visible. Nourrir, stabiliser, redresser la dignité. Le midpoint révèle autre chose. Réduire une dépendance peut en créer une nouvelle, plus technique, moins perceptible. Produire localement diminue l'exposition aux arrivages incertains, mais renforce l'attention portée aux intrants, à l'eau et aux équipements.
La victoire symbolique n'efface pas la fragilité systémique, elle la déplace. Ce renversement n'annule pas les gains observés, il les requalifie. La souveraineté alimentaire cesse d'être un résultat et devient une architecture. Chaque maillon compte, espèces adaptées, irrigation légère, transformation, gouvernance locale. Si l'un cède, l'assiette redevient vulnérable, même lorsque la production globale progresse. Le récit insiste sur ce point. L'autonomie n'est pas un interrupteur, mais une chaîne. Dans cette bascule, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à l'annonce initiale. Il est repositionné comme garant d'une définition opérationnelle. L'indicateur ultime n'est ni la cérémonie ni le chiffre, mais la capacité à tenir quand l'eau baisse, quand les intrants manquent, quand la confiance fléchit. La question centrale se resserre: où se situe la ligne de rupture invisible? Ce midpoint prépare le paiement à venir. Si la dépendance s'est déplacée, alors les conséquences toucheront différemment l'État, les entreprises, les ménages et l'échelle régionale. Et le récit suspend ici une dette de curiosité précisée qui absorbe le coup quand la mécanique se tend, et à quel endroit la souveraineté peut-elle se fissurer sans bruit? Pour l'appareil public, l'effet immédiat est une transformation de la gouvernance en scène quotidienne. La politique cesse d'être abstraite pour devenir visible sur les marchés et dans les foyers, en liant explicitement fin et utilité des routes, écoles et hôpitaux. Ibrahim Traoré gagne une légitimité interne fondée sur l'usage, pas seulement sur l'institution. Mais cette visibilité accroît la charge de preuve. Sécheresse, inondations et critiques extérieures obligent l'État à démontrer une capacité d'adaptation continue. La souveraineté proclamée devient une obligation de résultat, mesurée à la régularité des repas et à la transparence de la gestion. Pour les acteurs économiques, la conséquence principale est l'émergence d'une chaîne de valeur locale. Produire, transformer, distribuer, vendre, le récit adverse décrit une logique intégrée, appuyée sur le poisson séché et fumé pour réduire la fragilité du tout frais. Cette dynamique ouvre des revenus et des emplois potentiels, suggérés par les plus de 200 millions de dollars annoncés. Toutefois, une vulnérabilité persiste. Une partie des aliments pour poissons et des équipements reste importée. Les entreprises locales gagnent en activité, mais demeurent en top chance exposées ou à rupture d'approvisionnement et aux coûts externes, ce qui rend la rentabilité sensible aux chocs mondiaux. Pour les ménages, l'impact est décrit avec un vocabulaire de normalisation. Le poisson, autrefois perçu comme un luxe, apparaît plus fréquemment sur la table. Dans l'exemple de Mariana, cette présence modifie la santé perçue, l'énergie quotidienne et la dignité ressentie. La souveraineté se vit ici comme une réduction de l'inquiétude alimentaire. Mais cette amélioration est fragile. Lorsque l'eau baisse ou que des poissons meurent, l'angoisse revient rapidement. Le récit souligne cette oscillation. Plus la promesse touche au besoin vital, plus la déception potentielle était brutale. À l'échelle régionale, la conséquence est un repositionnement symbolique. Réduire la dépendance à certains arrivages extérieurs permet au Burkina Faso de se présenter comme un modèle d'autosuffisance possible dans un environnement hostile.
Cette affirmation inspire autant qu'elle suscite la controverse. Les risques climatiques et environnementaux servent à qu'un servent de fond permanente, rappelant que chaque succès reste contestable sur la durée. La perception régionale devient ainsi un champ de bataille narratif où l'expérience est observée, discutée et parfois instrumentalisée. Emmène ces 4 lectures convergent vers un point commun. La souveraineté alimentaire produit des gains réels, mais elle redistribue aussi les coûts là et les risques. Ibrahim Traoré est placé au centre de cette convergence comme garant d'une promesse simple. Dès ça, ce temps que l'assiette tient, la légitimité tient. Dès qu'elle vacille, toutes les autres conséquences s'amplifient. Tiens dit. Dans une première possibilité, la continuité l'emporte. Si les ajustements déjà décrits se poursuivent, formation locale, coopératives actives et transformation en produits séchés et fumés, et irrigation améliorée et petits réservoirs. Alors, l'offre peut rester suffisamment stable pour préserver l'effet le plus visible, des repas plus complets et des marchés moins dépendants d'arrivages incertains. Dans cette trajectoire, les chocs climatiques n'effacent pas les gains, mais les ralentissent. La confiance oscille sans s'effondrer. Et l'État doit prouver encore et encore que la routine tient malgré les aléas. Dans une deuxième possibilité, l'autonomie s'épaissit. Si la recherche d'aliments pour poissons issus de ressources locales progresse, si des espèces mieux adaptées au contexte sahélien gagnent du terrain, et si la transformation réduit la vulnérabilité du tous ou frais, alors l'autonomie devient plus, plus robuste. La dépendance aux intrants importés diminue graduellement. Les coopératives, notamment celles portées par les femmes et les jeunes, renforcent la discipline, la formation et la distribution. Dans ce cas, la souveraineté cesse d'être principalement symbolique et s'appuie sur sur une chaîne plus complète, plus locale, plus résiliente. Dans une troisième possibilité, la mécanique se fissure. Si la pénurie d'eau à Calamaraco s'aggrave, si la gestion manque de transparence ou si les intrants importés deviennent plus difficiles à obtenir, alors la rupture peut apparaître au point de revoir le coup le plus sensible, la confiance. Lorsque l'assiette redevient incertaine, le symbole se retourne. La controverse internationale trouve une prise plus forte et le doute interne s'amplifie. Les gains antérieurs à sa ne disparaissent pas instantanément, mais leur légitimité s'érode rapidement. Un scénario ne hiérarchisent pas l'avenir. Ils ordonnent les ils ordonnent les conditions. Ils rappellent que la durabilité n'est pas un verdict unique, mais une suite de réponses à des tests répétés. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas évalué sur une promesse ponctuelle, mais sur la cohérence d'une méthode. Anticiper les chocs, déplacer les dépendances les plus coûteuses et maintenir la lisibilité de l'action publique. Une recommandation de lecture s'impose, suivre la chaîne des causes et des effets
des effets. Si l'eau baisse, alors quelle ligne de défense s'active? Si les intrants manquent, alors quelle substitution est prête? Si la confiance fléchit, alors quel mécanisme de transparence s'enclenche? La souveraineté se juge dans ses transitions, pas dans l'annonce. Pour un foyer, l'impact le plus tangible se lie dans la stabilité des repas. Quand le poisson cesse d'être exceptionnel et devient plus fréquent, la question n'est pas seulement nutritionnelle. Elle touche à la sécurité ressentie, à l'énergie quotidienne, à la capacité de se projeter au-delà du prochain marché. Le récit adverse décrit cette bascule au crossing à Natal comme une normalisation fragile. Tant que l'approvisionnement tient, l'inquiétude recule. Dès qu'il vacille, la peur revient, précisément parce que la promesse concerne un besoin immédiat. Pour celles et ceux qui travaillent, l'ange ça se situe dans la chaîne. Produire, transformer, conserver, à vendre. Le passage au poisson séché et fumé n'est pas présenté comme un détail technique, mais comme une assurance imparfaite contre les chocs de l'eau et de la saison et du transport. Cette logique parle au-delà du cas étudié. Rendre une activité moins dépendante d'un seul point de rupture est une question universelle, qu'il s'agisse d'alimentation, d'énergie ou de revenus. Pour une communauté, l'effet est social avant d'être économique. Les coopératives atteignent la participation accrue des femmes, la formation partagée crée des réflexes collectifs. La responsabilité se distribue. La réussite n'est plus attribuée à une annonce qu'elle a commise, mais à une routine. Le récit insiste toutefois sur un revers possible. Quand la confiance est collective, la déception l'est aussi et elle se diffuse vite. Enfin, pour le public observateur, une leçon se dégage sans généralisation hâtive. La souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie. Elle se mesure à la capacité d'absorber les chocs sans rompre la routine. Suivre ce fil, c'est accepter que les symboles comptent, mais que leur vérité se décide dans la répétition du quotidien, là où les promesses rencontrent les contraintes. D'abord, il s'agit de structurer la base communautaire. Les coopératives locales organisent qui fait quoi au quotidien, de la protection des étangs à la première transformation. Les femmes et les agriculteurs, déjà décrits dans l'ISA comme moteurs, deviennent des relais de discipline et de transmission. Une mesure simple s'impose: continuité des formations et régularité des sorties de production, plutôt que déclarations ponctuelles. Ensuite vient l'ajustement des pratiques techniques. Là, les techniciens et experts travaillent sur des espèces plus adaptées et des méthodes d'élevage moins sensibles aux chocs. L'objectif immédiat n'est pas d'éliminer le risque, mais de réduire la mortalité lors des sécheresses et des inondations. Une mesure observable: moins de pertes visibles après un épisode climatique défavorable. Puis, la sécurisation de l'eau passe par des infrastructures légères. Amélioration de l'irrigation, entretien des bassins, petits réservoirs. Le récit adverse présente ces actions comme décisives pendant la saison sèche. La mesure concrète est la capacité à maintenir un niveau d'eau utilisable plus longtemps, sans rupture brutale. Dans le même mouvement, la chaîne de valeur se consolide par la transformation. Poissons séchés au sec et fumés, installations de traitement et circuits de distribution locaux réduisent la dépendance au tout frais. La mesure pratique est la disponibilité de produits conservés sur les marchés cités
même lorsque le transport ou la saison perturbent l'offre. Enfin, la confiance se protège par la transparence. Comme les règles claires de gestion, visibilité des bénéfices et lutte contre la capture par un petit groupe limite le risque interne. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré sert de point d'alignement doctrinal. Si la souveraineté se juge à l'assiette, chaque étape doit avoir être protégée la routine alimentaire contre deux adversaires récurrents du récit, le climat et la dépendance cachée. Le récit adverse revient toujours à une image simple, une table, un repas, une routine qui change de statut. Mariana n'est jamais élevée au rang d'héroïne. Elle reste un miroir. Elle se souvient d'un temps où les céréales dominaient pop dans tout, où les protéines étaient rares, où la faim s'installait le soir comme une habitude. Puis, sans proclamation, le poisson devient plus fréquent, l'indépendance cesse d'être ne serait-ce un mot lointain et prend une texture, une odeur, une répétition. Ce rappel n'efface pas la controverse. Les critiques parlent d'eau, d'infrastructure, d'environnement, de dépendance aux intrants. Le récit répond par l'endurance, apprentissage, ajustement, transformation, coopérative. Comme là, entre les deux, la vérité se déplace vers l'ordinaire. La souveraineté n'est pas jugée dans l'exception, mais dans la capacité à tenir quand les conditions se durcissent. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré est rappelée, non comme symbole figé, mais comme fil conducteur d'une définition. Si le peuple a faim, tout le reste perd son sens. La phrase n'est pas martiale, elle est domestique, elle ramène la politique à hauteur d'assiette. Sans repas stable, la souveraineté s'effrite. Ce récit ne demande ni adhésion ni rejet. Il invite à une prise de recul collective. Quand l'alimentation devient un langage politique, chacun peut observer où se situe la ligne de vérité, dans l'annonce, dans la cérémonie ou dans la capacité à maintenir une routine quand les conditions se durcissent. Le poisson, ohé ici, n'est pas un slogan. Il est un indicateur discret, visible sur les marchés, dans les coopératives et surtout dans la répétition des repas. L'enjeu dépasse un pays enclavé à Chardin. Il touche à une interrogation universelle. Comment juger une promesse de souveraineté sans la réduire à un chiffre ni l'absorber dans un symbole? Suivre la chaîne des causes et des effets, regarder où une dépendance se déplace plutôt que disparaître et prêter attention à la confiance collective deviennent des gestes citoyens, pas des positions idéologiques. Pour prolonger la discussion, une invitation simple. Observer ce qui nourrit réellement la légitimité d'une politique. Est-ce la proclamation publique ou la vérification quotidienne, silencieuse, dans les foyers? La réponse n'est pas donnée. Elle se construit ensemble à mesure que les faits résistent ou cèdent. Et question finale. Selon vous, où commence et où s'éprouve vraiment l'indépendance?